Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une de ce dimanche 3 août, la prestation de serment du président mauritanien ce samedi à Nouakchott. L'investiture de Mohamed Ould Abdelaziz s'est déroulée en présence des présidents du Tchad, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Mali et de Gambie. Les détails de la cérémonie dans cette édition. Le Cameroun se mobilise face à Boko Haram quelques jours après l'enlèvement de proches du vice-premier ministre Amadou Ali. Le chef de l'État Paul Biya se dit déterminé à lutter contre le groupe terroriste. L'autosuffisance alimentaire est-elle en marche en Afrique? La question sera au cœur des débats du sommet Afrique-États-Unis à Washington. À 2 jours de l'ouverture de cette rencontre, nous verrons que les politiques africaines investissent déjà massivement dans l'agriculture. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a prêté serment ce samedi devant des invités de marque comme les présidents sénégalais, gambiens, bissau-guinéens, maliens et tchadiens. Le président mauritanien a repris les rênes du pays pour 5 années, au cours desquelles il promet de ne pas procéder à une modification de la Constitution. Franck Noudofina. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été investi ce samedi 2 août pour un second mandat de 5 ans. Il a été réélu en juin avec près de 82% des voix et a prêté serment lors d'une cérémonie au stade olympique de Nouakchott, à laquelle ont assisté des milliers de personnes, dont les chefs d'État de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et du Tchad. C'est un jour extraordinaire pour la nation mauritanienne, pour la démocratie mauritanienne. Je rappelle qu'on sort d'une élection qui, comparée à ce qui se passe dans le continent, a été quand même une élection calme, tranquille. Ça dénote la maturité de notre démocratie, son approfondissement. Je pense que c'est à mettre au crédit du président de la République qui, durant tout son premier quinquennat, s'est attelé à faire en sorte que la Mauritanie, qui a connu tant de secousses politiques, se stabilise et prennent réellement le chemin et le train de la démocratie. Dans son discours d'investiture, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est engagé à poursuivre les chantiers entamés lors de son premier mandat. La sécurité et la lutte contre le terrorisme, l'avènement de la démocratie et de ses institutions, ou encore le développement de l'économie du pays. Le point le plus important pour moi, c'est la sécurité. C'est la sécurité du territoire mauritanien et des Mauritaniens et de tous les étrangers qui viennent en Mauritanie. Et je pense qu'à ce niveau-là, le président nous a apporté une assurance et un gage de son travail et de sa collaboration avec tous les partenaires stratégiques sur ce genre de questions. On voit bien que le président a 2 temps. Dans son temps politique, il veut d'abord mettre les institutions en ordre de marche. Il faut qu'il y ait une concertation à l'intérieur des institutions politiques. Bien. Et puis il y a le temps économique, faire venir les investisseurs, choisir les activités, créer des emplois, mettre les Mauritaniens au travail, établir des contrats juridiques en faveur de la Mauritanie. Le chef de l'État mauritanien, dans sa volonté d'asseoir les principes de la démocratie dans le pays, s'est également engagé à ne rien entreprendre pour modifier la Constitution au terme de son 2e et donc dernier mandat à la tête de la nation. Et le commentaire était signé Guillaume Durand. En Tunisie, une nouvelle attaque d'un camp militaire dans la nuit de samedi à dimanche à Sbaïtla, bilan de l'assaut, 1 mort dans les rangs de l'armée. Cette agression a eu lieu près d'une zone d'affrontement récurrent avec des groupes djihadistes. Le soldat a été tué par des tirs provenant d'une voiture devant la caserne. Le Cameroun est déterminé à venir à bout de Boko Haram. Ce sont les mots du président Paul Biya dans une déclaration faite à la presse camerounaise ce samedi. Quelques jours après le limogeage de certains officiers supérieurs de l'armée, d'importants moyens militaires supplémentaires ont été déployés. De nouvelles stratégies de lutte sont également mises en place sur le terrain. Explication de notre correspondant sur place, Narcisse Doumbé. Le Cameroun décidé à vaincre la nébuleuse Boko Haram. Une semaine après l'attaque de Kolofata et la bataille de Bargaram, le Cameroun a procédé à des réajustements stratégiques au sein du commandement des troupes dans l'extrême nord du pays. D'importants renforts humains et matériels ont également été envoyés dans les zones de combat. Dans une déclaration faite à la presse avant son départ pour les États-Unis, le chef de l'État Paul Biya a réitéré la détermination du Cameroun à éradiquer les activités terroristes de Boko Haram sur son territoire. Dans la vie d'une nation, il y a des moments difficiles. En ces moments-là, il faut faire preuve de courage, de solidarité et de patriotisme. Pour ce cas précis, je dis que le Cameroun a eu à traverser d'autres épreuves. On a eu à lutter contre ce même Nigeria pour Bakassi. Avant, on a éradiqué les maquis d'un mouvement révolutionnaire. On est venu à bout des villes mortes.
ce n'est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Nous continuons le combat et nous les vaincrons. Lors du sommet Afrique-États-Unis, le premier du genre qui s'ouvre le 4 août prochain à Washington, le Cameroun plaidera pour une alliance internationale contre le terrorisme, selon Paul Biya. Mon voyage me permettra également de continuer la lutte au niveau international parce que c'est un mouvement terroriste international. Il faut donc aussi le prendre à l'international. Nous y verrons le président Goodluck, le président Obama, bien sûr, ceux du Niger et du Tchad, pour asseoir ensemble une stratégie régionale. Le général René Meka, chef d'état-major des armées camerounaises, séjourne en ce moment dans la région de l'extrême nord pour implémenter de nouvelles stratégies de lutte. Les recherches sont toujours en cours pour libérer les otages de nationalité camerounaise et chinoise encore détenus par Boko Haram. Parmi eux, l'épouse du vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali. C'est une problématique qui sera au cœur du sommet Afrique-États-Unis du 5 au 6 août à Washington. L'autosuffisance alimentaire du continent. Près de 2/3 des terres non cultivées dans le monde se trouvent en Afrique. Et une meilleure exploitation de cet immense potentiel s'avère être une nécessité. Explication avec Guillaume Durand. L'agriculture et la sécurité alimentaire seront au cœur des discussions du sommet États-Unis-Afrique qui se déroule du 5 au 6 août à Washington. La question de l'autosuffisance constitue l'une des priorités des gouvernements africains ainsi qu'un levier de développement pour de nombreux États. L'orientation de la jeunesse vers les métiers de la terre semble pour les acteurs du secteur une nécessité pour exploiter au mieux le potentiel de l'Afrique en matière d'agriculture. Il faut ce qu'on appelle en économie le capital social, les hommes et les femmes formés. Parce que l'agriculture d'aujourd'hui et de demain aura besoin de beaucoup de savoir-faire. Donc il faut apprendre. Les chefs d'État africains sont conscients des enjeux. L'entrée du secteur privé dans la production dans nos pays est très importante. Et notamment le secteur privé venu d'ailleurs, mais surtout le secteur privé local. Et c'est à cet égard que la jeunesse africaine a besoin de s'avancer vers cette activité qui a des meilleurs rendements que toutes les autres. Les problématiques liées à la mécanisation du secteur ainsi qu'au savoir-faire sont également des clés pour développer l'agriculture en Afrique. À ce titre, les partenariats publics-privés sont de véritables outils au service des États africains qui veulent remettre l'agriculture au centre de leur politique nationale. Le premier facteur, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté gouvernementale dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement se dise on va en faire une vraie priorité, on va mettre les moyens, on va essayer de faire du partenariat public-privé, trouver du financement, on va mettre nos ressources en place, mais on va aussi essayer de trouver des sources extérieures de financement. Ces solutions vont permettre d'augmenter la production et permettre à l'Afrique et de produire suffisamment pour atteindre une autosuffisance alimentaire et voire même exporter, ce qui amène des ressources supplémentaires de devises. Le potentiel de l'agriculture de l'Afrique est immense, d'autant plus que le continent abrite 60% des terres non cultivées dans le monde. Remettre ce secteur au cœur des politiques africaines, mais également au centre de l'éducation pour amener la jeunesse à s'y consacrer, semble nécessaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais également pour lutter contre le non-emploi. Et les possibilités agricoles de l'Afrique sont telles que le continent à lui seul pourrait nourrir le monde entier. Et à 2 jours de l'ouverture à Washington du sommet Afrique-États-Unis, le président camerounais Paul Biya est arrivé dans la capitale fédérale américaine. Le chef de l'État parraine ce dimanche la conférence Believe in Africa Day. Cette initiative de la diaspora africaine aux États-Unis est soutenue par l'Union africaine et Africa 24. Elle se déroulera de 9h à 16h, heure locale, au Muséum de Washington. La conférence se fera en présence des chefs d'État, de gouvernement, des hauts responsables politiques et économiques ainsi que des experts. Ils présenteront tout ce que l'Afrique peut offrir en termes d'opportunités d'avenir. Direction le Gabon où le personnel hospitalier est en grève depuis ce lundi. La grogne des agents de la santé s'est installée après le refus des autorités de les inclure dans l'élargissement de la prime d'incitation à la performance. Les conséquences de cette grève se font sentir. Un service minimum est toutefois observé dans les hôpitaux. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoumé.
Exclu de la liste des bénéficiaires de la prime d'incitation à la performance, le personnel de santé des hôpitaux publics de Libreville et de sa périphérie a décidé de rentrer en grève illimitée jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Décrétée pour le 28 juillet, la grève de la santé est suivie à la lettre dans toutes les structures hospitalières de Libreville. Seul un service minimum est observé dans les plus importantes structures selon un chronogramme établi par l'Assemblée générale du 16 juillet dernier. De mardi jusqu'à jeudi, il y a eu un service minimum en ce qui concerne les consultations. Et que vendredi 1er août 2014, journée noire en ce qui concerne toutes les structures hospitalières du pays. Ce mouvement de grève du personnel hospitalier est lourd de conséquences avec un suivi aléatoire de l'état de santé des patients. Une situation difficile pour les parents de malades qui ne jettent cependant pas l'opprobre sur les grévistes. On ne grève pas pour rien. Si on grève, c'est qu'on revendique quelque chose. La chose qui leur est due. Hein? Les médecins ne sont pas là. Les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a les gens qui sont en train de mourir et qui vont continuer à mourir. Hein? Le gouvernement, nous ne savons pas quel genre de travail ils font. Nous subissons là. Nous qui n'avons pas de moyens pour aller dans les cliniques. Et si la population finit là, en train de mourir et tout, qu'est-ce que les dirigeants vont le gouvernement va diriger qui? Cette nouvelle prime d'incitation à la performance a été versée à un peu plus de 22 000 agents de l'État, tous secteurs confondus, excepté celui de la santé. Une décision que rejettent avec virulence les fonctionnaires des services hospitaliers. D'autant plus que les modalités d'attribution de cette prime n'ont fait l'objet d'aucune communication officielle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.